Arrivé à un certain moment dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut et il faut y aller parce que pourquoi perdre son temps en fait? Et c'est vrai que lui est comme ça, il est comme ça dans son travail, dans sa personnalité et j'aime cette détermination et cette clarté en fait. Je trouve que c'est pour moi il a amené ça dans ma vie, j'avais déjà ce désir à l'intérieur de moi, mais le fait qu'il ait amené ça dans notre vie a fait qu'aussi on est allé très vite sur un petit peu tout quoi, sur construire une vie ensemble et en fait quand on est allé en Floride, il m'a demandé si j'étais prête à sauter sans parachute. Et là, je me suis dit, il faut que je laisse toutes mes peurs de côté, il faut que je laisse tous mes doutes de côté, et c'est le temps de sauter. Et ça a vraiment été un tournant. Et je pense que tous les deux, on s'est rencontrés à un moment où on savait exactement ce qu'on voulait et ce qu'on voulait pas. Et il s'est passé quelque chose de magique. Et c'est vrai que quand quelque chose de magique se passe, ça peut faire extrêmement peur. Moi aussi, je me suis posé toutes ces questions. Et puis, au final, quand je me suis rendu compte que, oui, les choses magiques arrivent en fait. Et quand elles arrivent, il faut pouvoir les saisir parce que sinon, elles passent et puis elles ne reviennent plus. Et finalement, on a tous le droit de goûter au bonheur et finalement, on n'a pas besoin d'avoir peur parce que quand on a compris que c'est là, que c'est réel, faut y aller. Sauter sans parachute. C'est un peu le thème de l'épisode d'aujourd'hui. Il y a presque 3 ans, j'ai tendu mon micro à Émilie. C'était au cours de la fin de l'été 2020, une période pleine d'incertitudes. Et ce qui est complètement fou, c'est que quelques semaines, quelques jours même, après que nous ayons raccroché, après que cet épisode soit publié, la vie d'Émilie a complètement changé. Si vous souhaitez connaître le début de l'histoire d'Émilie entre Taïwan, l'Irak, l'Espagne et Brooklyn, je vous mets le lien dans la description de cet épisode. Et aujourd'hui, je vous invite donc à la découverte de la suite de l'histoire d'Émilie, une histoire empreinte de détermination, de talent et de beaucoup d'amour. Vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning. Je suis une expat de long vol, avec 4 expatriations. Je suis une designer, je crée des poupées textiles. Je suis basée à Brooklyn. J'ai suivi mon rêve et ça se passe très bien. On s'est parlé, toutes les deux, il y a 2 ans et demi, un truc comme ça. Un peu avant l'été 2020. À l'époque, tu nous avais raconté ton expatriation qui avait débuté à Taïwan. C'est ça, oui, tu te souviens. Puis en Espagne, puis un petit bout en Irak, et puis tu étais venue t'installer à New York. J'ai eu envie en fait de te recontacter, qu'on continue un petit peu parce que finalement, j'ai presque envie d'appeler cet épisode Coup de foudre à Manhattan. C'est juste, c'est ça. Donc en fait, plus ou moins au moment où on a raccroché, 1 semaine après, t'as rencontré Claudio. Voilà, c'est ça. Donc 1 semaine après notre enregistrement, j'ai rencontré mon mari. Bon, je peux le dire, l'amour de ma vie. Voilà. Ouais. C'est dit. Recontextualisons le truc. Donc du coup, en mars 2020, tu perds ton boulot. C'est ça. Tous mes boulots en fait, j'avais plusieurs boulots, donc oui. Tu faisais quoi à ce moment-là ? Donc j'étais principalement danseuse, j'étais professeure de flamenco, je me produisais dans différents endroits. Je travaillais également avec le théâtre City Center. On préparait le festival de flamenco qui était le 20e, donc plein de projets en cours. J'étais également professeure d'art et je travaillais dans des écoles, je travaillais vraiment un peu partout. J'étais envoyée par le théâtre pour enseigner le flamenco dans plein d'écoles à Manhattan. J'avais déjà mon business de création de poupées. Et tout ça, c'est terminé en quelques jours. Du moins, c'est mis en pause, mais une longue pause, une très longue pause. Donc, il a fallu tout réinventer assez vite, en fait. Alors, comment est-ce que tu t'es retournée à ce moment-là ? Parce que donc, tu commençais juste, en fait, tu m'en parlais juste, je crois, à la fin de l'épisode de tes créations de poupées que tu commençais à vendre dans des boutiques sur New York. Voilà, c'est ça. Du coup, entre mars 2020 et septembre 2020, il se passe quoi ? Comment est-ce que tu te retournes ? Sachant que tu avais déjà une grande fille, comment ça se passe pour toi ? Oui, effectivement, j'avais une fille qui avait 14 ans à l'époque. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que
je dois dire honnêtement, j'ai réussi à rebondir très vite. Et je pense que rebondir, si on rebondit vite, ça se passe bien. Et je pense que si on laisse la morosité s'installer, ça devient plus difficile. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bon, ok, tout est parti, tout est à terre. Vraiment, faut vite se réveiller et comprendre ce qui se passe et s'adapter. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'en quelques jours, déjà j'ai essayé de comprendre un petit peu la situation. Et je me suis dit, bon, ok, donc je suis créatrice textile, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux m'adapter aux circonstances? Et là, je me suis aperçue que, en lisant un article dans Le Monde, que les masques en tissu, à l'époque, on en parlait très peu parce que c'était mi-mars, que les masques en tissu allaient devenir le prochain objet dont chaque personne aurait besoin. Et c'est devenu ça. Parce que, par exemple, j'étais sur la plateforme d'Etsy. Et Etsy, en fait, pour la première fois, moi, ça fait 13 ans que j'étais sur Etsy. Et pour la première fois, ils ont envoyé un email à tous les designers en disant, on a une demande qui est telle que, même si vous faites pas des masques, mettez-vous-y. Et... Donc, effectivement, je crois que j'avais vu juste, il y avait une vraie demande. Et du coup, très, très vite, j'ai fait un patron, je l'ai vendu sur Etsy. J'ai testé tous mes masques. Et finalement, je suis arrivée à un design qui était à peu près... qui était correct et j'en ai vendu, je crois, 5000, pas plus de 5000. Ah, wow. Ouais. Donc c'est comme ça que je me suis adaptée. Après, est-ce que c'est ce que je voulais faire de ma vie? Non. Mais c'était vraiment m'adapter sur le moment parce que je ne savais pas si les gens allaient continuer à commander des poupées. Finalement, ils ont continué et ils ont commandé plus de poupées. Donc c'est ça aussi qui m'a aidée à faire le virage, c'est-à-dire les circonstances m'ont poussée à faire presque que ça. Et là, je me suis aperçue que finalement, j'adorais ça. Et c'est pour ça aussi aujourd'hui que je suis créatrice textile à plein temps. Donc du coup, j'imagine un été chargé où tu vois un certain entrain, mais tous, pendant l'été 2020, on était quand même plein d'incertitudes. Oui, bien sûr. Et en septembre 2020, donc quelques semaines après qu'on ait enregistré, qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi ta rencontre avec Claudio. Donc en fait, au départ, ça commence pas de la manière la plus romantique puisque je suis sur une application de rencontre. Comme beaucoup de gens à New York, il y a plus rien, il y a plus de sorties, il y a plus voilà. Hein. Donc je suis sur cette application, honnêtement, je perds un petit peu espoir parce que c'est pas idéal, on va dire. Et puis après avoir eu quelques déconvenues et manquer un petit peu d'enthousiasme et puis tout d'un coup, je vois le profil de Claudio, qui est mon mari. Donc, je vois son profil et là, j'ai un vrai flash, quelque chose qui me traverse le corps et je me dis, mais cette personne a vraiment quelque chose et ça transpire sur sa photo. C'est vraiment, j'ai vraiment une attirance, j'ai vraiment envie de lui parler. Une très forte envie de lui parler. Déjà, rien que sur la photo, quoi. Rien que sur la photo. Parce qu'on apprend à se méfier aussi, j'imagine, sur les applis. Tu sais jamais trop ce que tu vois, ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Tout à fait. J'ai tendance à moins faire confiance au texte qu'à la photo parce que, étant danseuse, je pense que j'observe beaucoup le langage corporel, j'observe beaucoup la manière dont se tiennent les gens, ce qu'ils dégagent. Et il y avait vraiment quelque chose. Et il y avait vraiment aussi, entre ce qu'il disait et sa photo, il y avait vraiment je me disais, tiens, cette personne a l'air intègre et a l'air d'être une personne vraiment intéressante. Enfin, j'avais vraiment un bon feeling. Après, c'est juste un feeling, évidemment. On sait jamais ce qu'on voit en vrai. Enfin, la personne qui va arriver est peut-être totalement différente. Ce qui est la raison pour laquelle il y a tellement de déceptions, je pense aussi avec ces applications. Mais là, tout ce que j'avais ressenti, c'est confirmé, en fait. Donc voilà, je l'ai contacté, il m'a contacté une semaine plus tard, je me dis bon, il me répond pas, bon, tant pis. Et puis, tac, il répond une semaine plus tard. Ce qu'il nie aujourd'hui, il dit mais non. Je dis mais si. Et donc quand il a répondu, on a très vite décidé de se rencontrer et c'était génial parce que beaucoup de gens étaient encore dans la paranoïa de la rencontre, il y avait vraiment une peur autour de se retrouver dans un restaurant tout simplement. Et du coup, on s'est rencontrés dans un restaurant à Manhattan et ça a été un coup de foudre mutuel. Ah ouais, comme ça, d'un coup.
Ouais. Genre, première rencontre et tout de suite, tu sais que c'est le bon. Et lui aussi. Savoir que c'est le bon, c'est peut-être un petit peu... je sais pas si c'est exactement ça. En tout cas, moi, je me rappelle quand je suis arrivée et que je l'ai vu, je me suis dit, tiens, c'est quelqu'un, j'ai l'impression de connaître. C'est quelqu'un, si je le voyais dans la foule, j'aurais envie de m'asseoir à côté de lui et de lui parler et de savoir qui il est. J'avais une intense curiosité, une attirance. Et puis quand on a passé la soirée ensemble et effectivement il y a quelque chose d'incroyable qui est né quoi. Et pour lui ça a été un coup de foudre immédiat. Lui il le dit toujours que c'est la première fois que ça lui est arrivé. Et c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui croit en ce qu'il ressent. Et je pense que il a pas hésité, il a ressenti ça et puis il est allé à fond assez vite en fait. C'est génial. Ouais. Et alors présente-nous ce Claudio. Donc Claudio est originaire de Floride, de Miami. Il y a quand même une grande différence entre les gens de Miami et de New York. Avant, je connaissais pas de personnes de Miami et il y a une grande différence. Donc aussi, ça explique aussi je dirais une certaine chaleur, une certaine intégrité, j'ai retrouvé ensuite en allant plusieurs fois à Miami. Il y a une culture latine aussi qui m'a beaucoup parlé. Claudio est en fait originaire du Nicaragua et de Croatie, de par ses parents. Donc sa mère est croate, son père est du Nicaragua. Il a grandi à Miami autour d'influences cubaines, autour d'une famille qui vient du Nicaragua. Donc il a parlé en espagnol, en italien, puisque ses parents se sont rencontrés en Italie. Et puis, il a déménagé à New York il y a 5 ans. Donc, tout récent, en fait, pour lui aussi. Tout récent pour lui. Enfin, pour lui aussi. Pour lui tout court. Tout à fait. Et du coup, c'est vrai qu'on est tous les deux, nous ne sommes pas originaires de New York. Et c'est vrai que ça rapproche sur certains côtés parce que on a certaines choses qu'on adore de New York et certaines choses aussi qui sont peut-être des choses qui sont difficiles pour des personnes qui ne sont pas nées ici. Donc voilà, donc c'est vrai que je suis très contente qu'il soit de Floride et de Miami parce qu'il a du coup un rapport aux choses et un regard qui est différent, qui est super intéressant. Un regard neuf sur ta ville ou enfin même si ça fait 5 ans qu'il est ici, je trouve qu'il a un regard neuf encore sur New York. Il a un regard qui est peut-être moins désabusé ou moins habitué et du coup, il y a pas mal de choses par exemple. Je te donne un exemple concret. On a déménagé à Brooklyn et Brooklyn, il connaissait pas du tout. Il habitait derrière Lincoln Center à Manhattan et en arrivant à Brooklyn, plein de choses l'étonnaient. Il le regardait avec un regard neuf en fait. Et donc c'était intéressant pour moi qui ai vécu toute ma vie à Brooklyn de voir un petit peu la ville de par ses yeux et de découvrir en fait, de redécouvrir la ville à travers lui en fait, je dirais. Retomber amoureuse de ta ville, du coup. Et retomber amoureuse de ma ville, c'est ça, ouais. Alors, du coup, donc vous avez ce coup de foudre mutuel, ça devient sérieux rapidement. Très rapidement. Oui. Et 2 mois après, vous vous fiancez ? Alors, 2 mois après, c'est Thanksgiving et il me propose d'aller en Floride. Ah oui, donc c'est sérieux quand même. Oui, je veux dire, Thanksgiving aux États-Unis, c'est quand même un truc hyper sérieux. Tu ramènes pas la première venue, quoi. C'est important. Tout à fait. Et j'en étais bien consciente du coup. C'est vrai que pas de pression, non, pas de pression. Bon, en même temps, j'étais super heureuse de rencontrer sa famille, mais c'est vrai que je me disais vraiment les choses vont très vite et c'est pas pour me déplaire parce que je pense qu'arriver à un certain moment dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut et il faut y aller parce que pourquoi perdre son temps en fait. Et bien c'est sûr. Vrai que lui est comme ça, il est comme ça dans son travail, dans sa personnalité et j'aime cette détermination et cette clarté en fait. Je trouve que c'est pour moi, il a amené ça dans ma vie. J'avais déjà ce désir à l'intérieur de moi, mais le fait qu'il ait amené ça dans notre vie a fait qu'aussi on est allé très vite sur un petit peu tout quoi, sur construire une vie ensemble et en fait, quand on est allé en Floride, il m'a demandé si j'étais prête à sauter sans parachute. Et là, je me suis dit, il faut que je laisse toutes mes peurs de côté. Faut que je laisse tous mes doutes de côté et c'est le temps de sauter. Et ça a vraiment été un tournant. Et c'est aussi là où c'est pas vraiment qu'il a demandé ma main, mais il m'a dit, voilà, je voulais te dire que
ne t'étonne pas si dans quelques semaines, je me mets à genoux et je demande ta main. On se dit, ah, d'accord. La pression est montée d'un cran. T'as été prévenue. Voilà. Et ta fille était avec vous à ce moment-là, ton aînée ? Alors non, ma fille était avec son père. Et d'ailleurs, c'était un petit peu l'idée, c'était de partir tous les deux pour d'abord rencontrer sa famille et passer un petit peu de temps ensemble. Donc c'est tombé parfaitement en fait. Par contre, elle était là quand il m'a demandé ma main, oui. Et alors c'était quand ? Comment ça s'est passé ? Raconte. Je peux pas dire que c'était un peu comme dans les films, mais c'était vraiment on dirait. C'était Claudio dans le sens où il avait vraiment tout organisé au moindre détail près. Il avait trouvé une idée géniale et c'est un petit peu rigolo la manière dont ça s'est déroulé parce que je savais qu'il allait me demander ma main au début de l'année. Il m'avait prévenu. Donc je me demandais tout le temps mais ce sera où, ce sera quand et comment. Puis finalement les semaines passent et puis je commence à un petit peu être moins vigilante du coup. Et un jour il me dit viens au musée parce que Claudio est directeur du musée du Bronx. Donc il me dit, il y a un événement au musée, j'aimerais bien que tu sois là. Et moi je me doute de rien. Ma fille, qui ne veut jamais aller au musée, se lève et me dit, maman, j'aimerais bien y aller avec toi. Alors là j'ai quand même un petit... Je me dis, qu'est-ce qui se passe là ? Et puis elle a l'air tellement normale, elle joue tellement bien le jeu, et puis quand j'arrive, tout semble normal, et donc du coup je ne me doute de rien. Et donc quand je suis arrivée dans la salle d'expo... C'était une exposition sur des quilts, des couvertures anciennes qui étaient transformées en œuvres d'art par un artiste contemporain, avec des tags sur les quilts, c'est des quilts du 19e siècle. Et moi qui suis créatrice textile, je vois les quilts et la première chose que je me dis, c'est des tissus du 19e siècle. Mais donc je m'approche et je regarde les tissus, mais j'ai le nez sur les tissus parce que en tant que entre guillemets experte, je regarde les tissus et ma fille derrière n'arrête pas de me dire maman, recule-toi pour prendre un peu de perspective pour voir l'œuvre. Et je l'écoute pas et j'écoute pas non plus Claudio. Je regarde les tissus, j'ai le nez dessus et à un moment je me recule. Et je vois que à côté de chaque kilt, il y a une lettre. Et la première lettre, c'est un W, ensuite un I, L, L. Et donc, quand on recule, on voit « Will you marry me ?» Donc, est-ce que tu veux te marier avec moi ? Et je m'en suis rendu compte à la fin de l'expo. Donc, j'avais mon mari, ma fille qui était derrière moi, qui devait s'échanger des coups d'œil en se disant « Mais putain, mais elle a rien compris ?» C'est génial. Donc c'est en arrivant à la fin de l'expo que je me retourne, je vois ça et je me retourne de l'autre côté et il a un genou à terre et il me présente la bague et voilà, il m'a demandé sa main au musée. Voilà. Trop mignon, trop mignon. Ah ouais, ça a dû être difficile pour lui cette expo. Et en plus, ce qui était rigolo, c'est qu'il avait vidé la salle, en fait. Il avait dit au gardien, voilà, ne laisse personne rentrer pendant 15 minutes. Et je m'étais même pas aperçue qu'on était tous les trois, en fait, dans la salle d'expo. Et voilà. Donc, oui, c'était hyper touchant. A priori, il a dit oui, puisque tu nous as bien dit que c'était ton mari. Vous vous lancez dans la préparation du mariage et vous êtes mariés en France, c'est ça ? Alors, on s'est mariés à New York d'abord, en août, donc quelques mois plus tard. Et puis ensuite, en France, en septembre, voilà. Et vous traînez pas, vous, hein ? Non, on traîne pas, non. Et ce qui est marrant, c'est que donc ma famille, mes parents n'avaient jamais rencontré Claudio, puisqu'on s'était rencontrés à peine un an avant. Et donc, on est arrivé en France. Voilà, donc voici Claudio, et quelques jours plus tard, voici mon mari. Donc, ils ont rencontré, ma famille a rencontré Claudio, au mariage. Donc, wow. Voilà. Ils ont été soutenants là-dessus, ils ont pas eu... Enfin, tu sais, des fois, quand tu connais pas la personne, tu te dis, mais t'es sûr de toi, ça va vite quand même. Tout à fait, oui, surtout que... Déjà, c'est allé très vite, donc évidemment, les gens se disent, mais est-ce que ça va pas trop vite, ou est-ce qu'il y a pas comme on dit, un red flag ? Bien sûr, et je comprends, mes parents se sont posé la question, je comprends, si c'était ma fille, je me poserais les mêmes questions.
Et puis le fait de pas le connaître, de l'avoir jamais rencontré, c'est vrai que quand on n'a jamais rencontré une personne, du coup on se pose des questions et on peut pas vérifier soi-même. Du coup, mes parents, oui, m'ont posé la question, mais est-ce que tu es sûre et est-ce que tu connais vraiment cette personne? Sauf que oui, je dirais dans la majorité des cas, c'est trop rapide. Sauf que quand on connaît qui est mon mari, où il en est dans sa vie, où j'en étais dans ma vie. Finalement, non, c'est pas si surprenant, en fait, si on regarde vraiment, si on se pose des bonnes questions, c'est-à-dire, moi j'ai 43 ans aujourd'hui, quand j'ai rencontré mon mari, il avait 48, et on a chacun plusieurs vies derrière nous, et je pense que tous les deux, on s'est rencontrés à un moment où on savait exactement ce qu'on voulait et ce qu'on voulait pas. Et il s'est passé quelque chose de magique. Et c'est vrai que quand quelque chose de magique se passe, ça peut faire extrêmement peur. Moi, au départ, ça m'a fait extrêmement peur. Je n'irais pas. J'avais vraiment... parce que j'avais peur de souffrir, en fait. J'avais peur d'être déçue. Et j'avais peur de m'imaginer que cette chose était magique et en fait, elle l'était pas. Et de tomber de haut. Donc, c'est vrai que moi aussi, je me suis posé toutes ces questions. Et puis, au final, quand je me suis rendu compte que... oui, les choses magiques arrivent, en fait. Et quand elles arrivent, il faut pouvoir les saisir parce que sinon, elles passent et puis elles ne reviennent plus. Et finalement, on a tous le droit de goûter au bonheur et finalement, on n'a pas besoin d'avoir peur parce que quand on a compris que c'est là, que c'est réel, faut y aller. Donc oui, ma famille s'est posé beaucoup de questions, mais je ne les ai pas écoutées, évidemment. Et ta fille, alors, comment ça s'est passé? Elle a l'air d'avoir été assez excitée à l'idée que vous vous mariez, puis ça a été aussi, ça a cliqué assez rapidement entre deux? Étonnamment, j'avais un petit peu peur de la rapidité aussi et de me dire, est-ce que... Puis ça faisait 5 ans que j'étais célibataire et du coup, je vivais avec elle et on avait une sorte de cocon. Et tout d'un coup, j'ai introduit un homme et je me dis que je savais pas comment elle allait réagir. Est-ce qu'elle allait avoir peur pour moi ou se dire ça va mal se passer ou bon. Et finalement, encore une fois, une des surprises de la vie, comme quoi on sait jamais. Un jour, Claudio était chez moi et par hasard, elle est arrivée pour venir reprendre un sac et je me suis dit voilà, on va les présenter et on va voir comment ça se passe. Et finalement, elle l'a accepté tout de suite en fait. Elle a pas eu de... Elle l'a accepté avec beaucoup d'innocence, avec un cœur ouvert. Mm-hmm. Et du coup, ça s'est très très bien passé parce que elle l'a juste, je dirais, elle l'a accepté, mais par contre, elle a eu une conversation avec lui et elle lui a dit, en gros, si tu brises le cœur de ma maman, attention. Donc voilà, il était prévenu. Et j'ai trouvé ça très touchant en fait, parce que c'est, être protectrice de sa maman et elle était consciente aussi qu'on était dans une relation sérieuse et que les choses avançaient très vite. Et non, il y a eu aucun souci par rapport à ma fille. De toute ma famille, c'est la personne qui je pense l'a accepté le plus vite. Et bon, en même temps, ça se comprend. Elle a pu le rencontrer en personne, donc oui. Mm-hmm. Non, ça s'est très bien passé. Trop chouette, ok. Donc du coup, vous vous mariez donc aux États-Unis puis en France. Le mariage un peu dont rêvent tous les Américains par rapport à la France, dans un château. Ouais, on y allait, ouais. On s'est fait plaisir, on va dire, parce que c'est vrai que c'était aussi pour faire plaisir à sa famille. Je me dis, en France, on a quand même des châteaux magnifiques. En plus, on s'est mariés dans le sud-ouest. Une gastronomie magnifique. On a des châteaux magnifiques, des paysages magnifiques. Et c'est vrai que ça a un peu étonné ma famille au départ, mon choix, parce que je pense que si il s'imaginait que peut-être je me marierais aux États-Unis ou non, en fait, je choisissais de venir en France, de se marier dans un château, dans un cadre plutôt traditionnel. Et en fait, c'était l'idée de mon mari. C'est-à-dire, au départ, quand on s'est fiancés, il m'a dit, tu sais, j'aimerais bien que tu te maries en France et j'aimerais bien faire une sorte de lien entre nous et ta famille et avoir ce souvenir, en fait, sur ta terre natale, en fait, pour lier, en fait, tout ensemble. Pour lier notre vie aux États-Unis, pour lier mes racines. Donc il y avait une sorte de sens spirituel aussi au fait de se marier en France. Et c'est vrai que c'était une sorte de cercle qui se clôt et c'était ça en fait quand on s'est marié en France. Quand je suis rentrée aux États-Unis, je me dis voilà, j'ai clos quelque chose, j'ai retrouvé ma famille en fait.
puisque ça fait quand même très longtemps que je suis partie et j'avais pas partagé de mariage ou de cérémonie importante avec eux. Et là, je me suis dit quand même, on aura vécu ça. Donc, c'était vraiment une bonne idée en fait. Puisque entre Claudio et Émilie, tout va très vite et tout va bien. 3 jours après le mariage. 3 jours après le mariage, il se passe quelque chose d'encore plus magique là. Là, on entend grand. Donc, je suis tombée enceinte 3 jours après le mariage. Au premier coup, Incroyable. Au premier coup d'essai, ouais. Donc ça aussi, c'était... Là aussi, on est allé vite. C'était pas prévu. Je pensais que vu mon âge, vu mon grand âge, je pensais que ça irait beaucoup plus lentement, mais non, c'est arrivé vite. Et donc voilà. Mais c'est vrai qu'on nous serine un peu les oreilles à dire qu'après 40 ans ou même après 35 ans, des fois on nous dit ça, que ça va être plus compliqué. Et finalement, toi, t'as fait taire les statistiques puisque t'es tombée enceinte du premier coup. Et oui, moi aussi, j'avais lu ça partout. On m'avait dit ça aussi. Donc, je m'étais préparée. Je m'étais dit, j'ai 42 ans. Donc, forcément, ma fertilité est moins. Probablement. Je ne sais pas d'ailleurs. Est-ce que je suis encore fertile ? Et je me suis dit, on verra. Mais effectivement, je m'attendais à ce que ça soit beaucoup, beaucoup plus lent. Ou même problématique, en fait. Je me disais, mais voilà, surprise. Tout de suite. Non, on n'a pas perdu de temps. Bah ouais, non, mais vous ne perdez pas de temps. Hein, ça a l'air... Enfin, je pense que ça pourrait être même le titre de l'épisode. Ouais, c'est ça. Et donc, 9 mois après, la petite Chiara vous rejoint. Donc, c'est quoi ? C'est printemps 2021, un truc comme ça ? C'est le 23 juin, ouais. Donc l'été, ouais. En cet D'accord. L'été dernier, en fait. Ou 2022, alors ? 2022, ouais. Ouais, ok. Ah bah oui, vous êtes mariés en 2021 et c'est l'inverse. Voilà. Okay, c'est moi qui me... C'est ça. D'accord. Donc en fait, 2020, ça a été un tournant pour toi à bien des égards finalement, puisque la danse, tu l'as mis de côté en tout cas professionnellement. Le design créatif, tu t'es lancé progressivement à fond dedans. Tout à fait. La vie de famille, la vie amoureuse a pris un tournant incroyable et puis qui a l'air de te rendre heureuse. Oui. C'est complètement dingue. Les poupées, est-ce que tu peux nous rappeler le type de poupée que tu fais, ce que fait ton studio? J'ai vu que tu faisais aussi des cours de poupées pour les petites filles sur New York. Ça a l'air génial. Enfin, petites filles ou petits garçons d'ailleurs. Ça a l'air génial. Merci. Tout à fait. Donc oui, comme tu disais, la pandémie, en fait, ça m'a quelque part... ça a accéléré les choses, en fait. Donc je me suis mise à faire des poupées à plein temps. Alors, des poupées, ce sont des poupées textiles qui font à peu près 35 cm. Enfin, j'ai plusieurs tailles. Et je pourrais les décrire en étant des poupées qui sont... Moi, je dis c'est des poupées qui ont une âme parce que je les fais à la main. Elles sont chacune, même si c'est un certain modèle, elles sont chacune uniques. Si on les regarde vraiment en détail, chaque poupée, en fait, est un petit peu différente de l'autre. Donc, c'est vraiment du fait main. Tout le design, la confection, les matériaux, tout est fait à New York. Donc, ce sont des poupées... qui sont personnalisables aussi. C'est pour ça qu'elles sont vraiment uniques. C'est-à-dire que souvent, j'ai des clients qui me demandent de broder un nom sur la poupée ou alors de mettre un détail. Par exemple, j'avais une cliente, sa fille s'était cassé la jambe, donc j'ai mis un plâtre, un plâtre en tissu. J'ai une cliente également, sa fille a une maladie et donc je rajoute un détail sur la poupée qui fait que ce sont des poupées qui reflètent, qui ressemblent à l'enfant, mais qui aussi leur permet de se projeter dans un imaginaire et de s'attacher, en fait. C'est une sorte de compagnon attachant, en fait. Et elles sont magnifiques. Je vous invite à aller faire un tour. Je vous mettrai le lien du travail d'Émilie dans les notes de cet épisode. Mais les poupées sont magnifiques. Les détails sont absolument scotchants. Comment t'expliques cet essor en fait de ton business poupée? Alors je sais que tu t'es lancé à fond, que tu as lâché d'autres activités professionnelles, mais est-ce que c'est la seule raison? Enfin finalement ça a l'air de cartonner là ce que tu fais. Merci. Oui, ça marche très très bien. Les raisons en fait sont assez simples en fait. Déjà, il y a peu de créatrices de poupées sur New York. Même aux États-Unis, c'est une niche en fait déjà. Ensuite, ça demande beaucoup de savoir-faire
au départ, j'ai créé des vêtements. Je dirais créer des vêtements demande aussi énormément de savoir-faire, mais ce sont des savoir-faire différents. La raison pour laquelle les poupées demandent beaucoup de savoir-faire, c'est que il faut donner de l'âme, il faut donner un quelque chose à la poupée qui va faire que ça ressemble pas à une poupée qui est faite en Chine ou ça ressemble pas à une poupée qu'on va trouver dans le commerce. Et ce supplément d'âme, en fait, ce détail, en fait, fait que les gens voient votre poupée et se disent ah ouais, il y a un truc spécial là, il y a quelque chose de j'ai envie de donner ça à ma nièce ou à ma fille, ou j'ai envie, voilà, on a envie de rendre notre enfant heureux. Et je pense que des poupées qui sont faites main, il y a vraiment quelque chose dans cette création qui va être un beau cadeau à donner, en fait, qui va être quelque chose de touchant. Et je trouve que cette chose-là, en fait, le fait que ce soit fait main, que ce soit fait localement, et qu'en plus il y ait, moi j'y mets vraiment mon cœur, j'y mets aussi tout mon sens artistique. Je suis extrêmement perfectionniste, donc il y a beaucoup de détails en fait dans les poupées qui font que voilà, je pense qu'on se dit bon bah ça c'est une poupée de qualité, une poupée qui a quelque chose et ça fait plaisir d'offrir quelque chose comme ça, je pense. Mais bien. Sinon, la raison pour laquelle mon business est en train de bien marcher, je pense que j'ai fait un énorme changement dans ma vie. Où avant de rencontrer mon mari, j'étais une maman célibataire à New York, donc je travaillais beaucoup parce que je voulais assurer un avenir à ma fille et vivre confortablement. Donc je travaillais vraiment hustling, tu sais en anglais, hustle. Donc je travaillais tout le temps et je prenais un petit peu tout ce qu'on me proposait. Donc je bossais et sans vraiment réfléchir au fait que parfois c'est plus important de s'arrêter, d'investir du temps et de l'argent dans un projet et de se donner en fait la chance que ce projet soit fait de manière la meilleure possible, la plus perfectionniste possible, de vraiment fignoler tout et d'investir du temps et de l'argent. Et ensuite de laisser, de donner sa chance au projet, en fait. Et je pense qu'il y a une énorme différence entre bosser tout le temps pour vivre confortablement et réussir convenablement, plutôt que ce que je fais aujourd'hui, c'est que je me donne à fond dans une chose. Ouais. Et cette chose-là, j'investis tout ce que j'ai, en fait. Et je suis sûre qu'il y aura un retour sur investissement. Et déjà, j'ai un retour. Déjà, j'ai doublé mes ventes et j'ai un très gros following sur Instagram. Et donc, je vois déjà les résultats. Bah bravo, c'est incroyable. Alors, que te réserve le futur ? Parce que j'ai l'impression que le présent est bien chargé, mais qu'il te plaît, que la vie est belle. Oui. Qu'est-ce que tu peux... vers quoi, je sais pas, est-ce que tu t'orientes ? Est-ce qu'il y a des trucs qui te font rêver dans les mois, les années à venir, seul, professionnellement, en famille, en couple ? Oh, il y a beaucoup de choses, en fait. Le fait de m'être donné à fond dans un seul domaine, au lieu de plusieurs domaines comme avant. Aujourd'hui, je pense que j'ai plusieurs branches de mon business qui sont vraiment prometteuses et je le sens parce que quand j'en parle ou quand je le développe ou quand je le pratique, je ressens il y a une réponse, il y a un enthousiasme et il y a une demande qui me fait penser que ce sont des créneaux où il y aura beaucoup à explorer et beaucoup de potentiel. Et ces deux créneaux-là, ce sont... en fait, c'est pas seulement les poupées, c'est l'expérience de la création de poupées. Donc, l'expérience de la création de poupées, ça veut dire des classes pour apprendre à faire des poupées, pour que les enfants apprennent à faire des poupées, mais aussi des fêtes d'anniversaire, des workshops, pour adultes également. Et là, je pense qu'il y a vraiment une demande et une attente. Parce que déjà, c'est unique. Enfin, sur New York, j'ai fait bien sûr une recherche quand j'ai fait mon business plan, mais il y a très peu en fait de cours ou d'activités autour de la création de poupées. Et je pense que c'est un domaine artistique qui est magnifique parce qu'en fait la création de poupées c'est on se projette dans une création textile, on crée quelque chose. Ça peut être une poupée vaudou parce que on vient de se faire larguer par son copain, ou alors ça peut être une poupée qui représente une personne célèbre qu'on admire. C'est un médium artistique qui est superbe et qui vaut d'être développé. Et malheureusement, c'est un art qui est une niche. Et je pense que c'est bien pour moi qu'il y ait si peu de gens qui le fassent, parce que du coup, j'ai peu de compétition.
mais je veux vraiment le développer et c'est vrai que du coup je rêve d'avoir plusieurs professeurs qui vont enseigner pour moi ces cours et c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Je suis dans le processus d'employer d'autres personnes pour développer les cours sur tout New York en fait, dans pas mal d'écoles. C'est génial. Et c'est vrai que quand tu vois l'envolée en fait, on offre de moins en moins de choses, on offre surtout des moments. Enfin, oui. On sent c'est une tendance qu'on en a besoin de se retrouver, peut-être aussi après les 2-3 années dernières passées. C'est une super idée. Écoute, merci. Je te souhaite le meilleur dans ce sens. Merci Écoute, beaucoup. c'était super chouette vraiment de prendre de tes nouvelles. Ça fait plaisir de voir quand tout va bien. C'est pas de la chance, c'est aussi dû à beaucoup de travail et puis le hasard des choses parfois sur le plan amoureux. Ça. Et c'est savoir aussi saisir. Enfin, c'est vrai que quand on a une histoire d'amour qui vous tombe dessus, c'est aussi de saisir en fait, d'être ouvert au changement en fait, parce que il y a un élément qui peut être terrifiant dans une histoire d'amour. Tout peut, votre vie peut complètement changer, en fait. Être métamorphosée. Et je pense que c'est ça aussi, la force, c'est d'accepter le changement et vraiment d'aller avec le changement et de saisir, en fait, les trésors, en fait, qui sont dans une relation. J'ai énormément appris et je continue tous les jours d'apprendre de mon mari, qui est une personne hyper perfectionniste, hyper concentré dans ce qu'il fait. D'ailleurs, il est là où il est aujourd'hui parce que c'est quelqu'un qui se donne à fond et qui est extrêmement consciencieux et extrêmement ambitieux aussi, qui a pas peur de changer les choses s'il faut qu'il les change et d'avancer. Et c'est vrai que c'est être aussi perméable aux influences en fait et apprendre de la personne avec qui on est, qui fait que aujourd'hui, je travaille de manière très différente et je pense que les résultats sont là, même si je suis la même personne qu'autrefois. Bien sûr. Je pense que c'est pas de la chance, c'est d'arriver à saisir en fait les bonnes choses qui arrivent sur son chemin et de comprendre en quoi elles vont changer notre vie et de sauter sans parachute encore une fois. C'est sur tous les plans. Bravo d'avoir tenté le saut sans parachute. A priori, ça te réussit plutôt bien. Je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Je suis super contente de parler avec toi parce que je suis tes podcasts régulièrement et je trouve que c'est génial en fait d'avoir... Déjà, c'est une idée géniale, tes podcasts. Même si moi, je suis expatriée depuis très longtemps. Donc, je suis partie, j'avais 19 ans. Donc, ça fait 25 ans, à peu près 24 ans. Je trouve ça génial en fait d'entendre les histoires des autres parce que on se dit que tous les défis, toutes les peurs et toutes les chutes et les renaissances et tout ce qui peut être sur notre route en fait quand on part à l'étranger comme ça, quand on se crée une autre vie ailleurs, en fait on vit tous un peu la même chose. On vit tous des parcours incroyables et je trouve ça génial en fait que ton podcast existe pour se sentir en fait dans une communauté. Parfois on peut se sentir très seul en fait, surtout dans une ville comme New York, même si on vient tous un petit peu d'ailleurs. On est tous quand même super occupés avec nos boulots, nos vies et souvent quand je suis dans mon atelier, des fois j'écoute les podcasts et je trouve c'est super de pouvoir s'identifier avec d'autres et se dire la connexion en fait avec d'autres expatriés, c'est super important. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Émilie, je t'adresse un immense merci pour ce chouette moment passé ensemble, de nous avoir partagé des nouvelles et d'avoir partagé le micro avec moi une fois de plus dans French Expat. J'espère que cet épisode vous a plu à vous aussi. En tout cas, merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Il s'agit d'un épisode bonus, donc pas de nouvel extrait à découvrir. Tout ce que je peux vous dire, c'est que mardi, nous allons parler d'environnement et de voyage. Je vous souhaite une merveilleuse fin de journée, une très belle fin de semaine et je vous retrouve donc mardi pour une nouvelle histoire.